Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Amélioration de la qualité de l'enseignement dispensé par les enseignants du supérieur. Le président candidat, Patrice Talon, en fait un défi majeur pour son prochain quinquennat, s'il retrouvait, bien entendu, le fauteuil présidentiel. Un défi dont l'aboutissement heureux passerait, à l'en croire, par l'évaluation constante des enseignants du supérieur. L'annonce continue de faire grand bruit, comme vous en doutez, en milieu scolaire, en milieu universitaire, voilà, au point de diviser, mesdames, messieurs, les concernés. 100% Bénin, le numéro du jour, comme précédemment promis, revient sur la question. Thème en débat, évaluation des enseignants du supérieur, la thérapie de choc pour un enseignement de qualité. Nos invités, comme précédemment promis, seront tous en notre compagne, les trois bien entendu. Mais avant de les retrouver pour l'instant débat proprement dit, votre page consacrée à la une des journaux. Nous allons retrouver l'essentiel des faits majeurs marquant l'actualité ce jeudi-ci avec Kodjovi Ametonon déjà présent à nos côtés. Kodjovi Ametonon, bonjour. Bonjour Joël Tonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Est-ce qu'on peut parler d'un fait particulier par rapport à ce 1er avril, où on fait dans la continuité des faits? Non, on fait dans la continuité à partir du moment où hier nous avons déjà évoqué la situation qui a été celle des écureuils à Freetown. Ils sont de retour, les amis sont revenus donc sur ce retour-là. Il faut quand même qu'on en parle. Il y a que la campagne électorale occupe également les acteurs politiques par ces temps qui courent. 11 avril n'est plus loin. Ils en sont en plein dedans, les trois duos de candidats en lice pour cette élection. Leur message, la presse fait également écho, sans oublier que l'état de la démocratie au Bénin préoccupe des organisations, au-delà donc des frontières béninoises, des actions semaines. 4 organisations ou organismes ont été donc saisis par des structures habilitées en la matière. Je crois que c'est ça, entre autres, qui font l'actualité pour la presse ce matin. Merci, que Dieu mettons-nous de la matière quand même pour nos téléspectateurs, c'est heureux. Nous allons démarrer avec quel continue. Gascani, c'est du moins Gascani qui ouvre le bal donc pour le compte de la revue ce matin et affiche en manchette campagne électorale sans engouement à Parakou. C'est ce que note ce journal, un peu comme pour embaucher la même tempête que les journaux que nous avons eus hier, surtout Naziara qui a fait également le même constat, et Sierra Leone, Bénin. Le dénouement s'exclame ce journal. L'Afrique en marche cette fois. Période électorale 2021, Amnesty International dénonce les arrestations et détentions d'opposants. Et puis en manchette présidentielle de 2021, CSDB et VDDH, 4 organismes saisis contre le Bénin, les dérives du régime Talon toujours d'actualité. Et puis éliminatoire CAN 2021, Bénin-Sierra Leone, 2022 du moins, Bénin-Sierra Leone. Il était une fois Freetown, un voyage que les écureuils ne sont pas prêts d'oublier. Le journal Le Confrère de la matinée, manœuvre grossière de la Sierra Leone pour gagner le match. Le calvaire des Béninois en Sierra Leone, après le premier test rapide Covid-19 hier, tous les 5 Béninois sont testés négatifs. Et puis après le lancement de la campagne de vaccination contre Covid-19 justement, le peuple béninois réticent, malgré le bon exemple du ministre Benjamin Mpati, constate le confrère de la matinée. Le Soleil Bénin Info, cette fois, après les aveux de Rekiat Madougou sur les captures d'écran révélées par Modeste Kérékou, Moïse Kérékou doit parler. Pendant combien de temps va-t-il encore faire le dos rond, se demande ce journal. Et puis ce que proposent les duos candidats au peuple béninois à retrouver également dans les colonnes du Soleil Bénin Info. Le Télégramme. Après leur mésaventure à Freetown, les écureuils de retour hier et testés, tous négatifs. Vous avez l'intégralité de leur réaction dans les colonnes de ce journal. Et puis pour Emmanuel Tiando, à propos de cette présidentielle à venir,
Seuls les candidats sont autorisés à faire campagne, prévient le président de la Sénat. Et puis après un calme apparent, l'insécurité bat à nouveau son plein au Bénin. Le journal Matin Libre pour terminer, présidentielle. En cas de victoire du duo Talon-Talata, désillusion et frustration en vue à la mouvance. Et puis, à propos donc de la détention des opposants au Bénin et présidentielle de 2021, Amnesty International alerte. Merci à vous, Kodjovi Hamilton. Nous allons démarrer, oui, par ce qui est unificateur de tout temps, le football. Kodjovi Hamilton, ils sont de retour, les écureuils, et le confrère de la matinée de rapporter la nouvelle, comme bien d'autres quotidiens. Mais on va commencer avec le confrère de la matinée. Oui, un peu comme le même titre rapporté par le Télégramme, le confrère de la matinée nous dit qu'après leur manœuvre grossière, donc je parle des Sierra Leonais, pour gagner cette rencontre, eh bien, le calvaire des Béninois en Sierra Leone, rapporté par ce journal, qui fait mention de ce qu'effectivement, les 5 joueurs béninois mis en cause en Sierra Leone sont testés à leur retour négatif. C'est-à-dire simplement que la CAF a pris donc une bonne décision en rapportant donc cette rencontre pour la prochaine journée FIFA qui est pour le mois de juin, donc à quelques jours donc, du tirage au sort de cette CAN, parce que ce tirage au sort est prévu pour le 25 au Cameroun. C'est dit simplement que, effectivement, quand on s'en tient à ces résultats de tests rapides à Cotonou, eh bien, les Sierra Leonais font effectivement preuve de manœuvre grossière pour gagner donc cette rencontre. Alors, aujourd'hui, la Covid-19, un peu comme ce que Antonio Guterres avait dit, eh bien, elle est devenue une arme, cette pandémie-là, que l'on utilise à tous les coups, que ce soit acteurs politiques pour interdire les manifestations des opposants ou carrément circonscrire leurs manœuvres. Également sur le terrain footballistique aujourd'hui, elle s'invite donc cette pandémie de Covid-19. C'est tout de même dommage pour le sport roi et que l'on en arrive à ces extrémités-là, puisqu'aujourd'hui le football, ça se joue sur le terrain et si vous voulez gagner, il faut gagner avec la manière. Mais ce qui s'est passé à Freetown, heureusement que les Béninois ont veillé au grain, mais c'est quand même ridicule. Vous vous rappelez, les dernières fois au Cameroun, lors du CHAN, eh bien, 11 joueurs congolais ont été testés positifs au Covid alors qu'ils avaient rencontre avec le Cameroun. Résultat, la RDC est rentrée après 16 éliminatoires parce qu'il n'a pas pu évoluer dans la compétition. Alors, si on le ramène donc au niveau du terrain des éliminatoires aujourd'hui, à quoi donc doit-on s'attendre pour les joutes lorsque la compétition proprement dite sera lancée? Il est donc impérieux que le cas Sierra Leone puisse servir donc à la CAF pour que, une fois en compétition, on puisse savoir quels résultats appliquer aux équipes engagées. Tout à fait. Tout le monde doit savoir raison garder, mais malheureusement, il paraît que c'est aussi ça l'homme. L'autre dira la ruse et la rage un peu partout. L'Afrique en marche, Kodjovi Hamilton, 4 organismes saisis contre le Bénin. Oui, la France fait partie, entre autres de ces organismes. Il y a l'ONU, la CEDEAO, l'Union africaine qui ont été saisis donc par CSDB et VDDH, toujours pour les questions de droits de l'homme, de droits donc humains pour faire grand, et en même temps les principes de violation de la démocratie en République du Bénin aujourd'hui. Donc autant de récrimination par rapport au processus en cours, et le journal Afrique en marche de nous proposer que ce sont les dérives du régime Talon qui sont donc d'actualité. Alors vous savez, ça fait quand même un bon moment, cet organisme, cette association par exemple, le VDDH par exemple, a déjà écrit à la Cour pénale internationale pour ce qui concerne la violation des droits de l'homme dans la République. Aujourd'hui, il écrit donc à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'ONU, et également la France y compris, c'est-à-dire simplement qu'ils n'ont pas donc lâché du lest. Alors, est-ce que cela quand même a un écho dans la République? C'est là la grosse interrogation, parce que rappelez-vous, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a enjoint donc l'État béninois pour ce qui concerne le respect des droits de Sébastien Ajavon, par exemple, beaucoup d'autres citoyens qui l'ont saisi également. Mais à ce
ce jour, rien n'a été fait dans ce sens-là. Je ne crois pas que ce soit à la CEDEAO ou à l'ONU que ces dernières lettres puissent donc faire mouvoir les autorités béninoises dans ce sens. Mais toujours est-il qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et saisir également ces instances. Ça participe également d'une veille citoyenne pourvu que ça porte ses fruits un jour. Pourvu que ça porte ses fruits. Et puis, il y en a, franchement, qui ne se découragent pas et continuent des actions pour mieux faire entendre la cause des plus faibles. Amnesty International qui est encore monté au créneau dénonçant les conditions d'arrestation d'opposants politiques. Oui, pas seulement d'arrestation, mais de détention également, parce que le cas Rekia Madougou est beaucoup plus cité, mais avant elle, il faut rappeler que de ses proches ont été arrêtés, surtout celui qui est chargé donc de la conduite de ces opérations politiques. Alors, Dramani, il était déjà en prison avant Rekia Madougou et beaucoup d'autres responsables des démocrates sont arrêtés dans la foulée de cette élection présidentielle. Mais il y a beaucoup d'autres acteurs politiques, et pas des moindres, des syndicalistes également qui croupissent en prison depuis 2017 à ce jour. Donc c'est autant de paramètres que Amnesty International a documenté et donc attire l'attention des autorités sur ce qui présage au lendemain donc de cette élection à la limite exclusive aujourd'hui, parce que les opposants se disent toujours lésés par rapport au processus, mais il y a des formations politiques qui se réclament de l'opposition et qui animent aujourd'hui la vie politique nationale, même si par ce temps de campagne on ne le sent pas véritablement, encore que Gasnia a écrit que cette campagne est pratiquement sans engouement à Parakou. Donc c'est dire que la situation des opposants aujourd'hui en République du Bénin n'est pas des plus reluisantes possibles, et donc les organismes comme Amnesty International tirent déjà la sonnette d'alarme. Je crois que c'est des signes avant-coureurs de ce que le lendemain des élections peut-être ne serait pas de tout gain. Et donc, si des structures en charge du scrutin et également les autorités au plus haut niveau peuvent faire quelque chose dans ce sens, histoire de calmer un tant soit peu les ardeurs des uns et des autres, je crois que c'est le moment de le faire. En entendant, oui, la campagne, elle, bat son plein. Le télégramme de nous proposer un peu les messages des 3 duos en lice. Bon, si vous pensez que la campagne bat son plein, c'est normal, parce que la Sénat a fait quand même son travail, et Emmanuel Tiando de rappeler que seuls les candidats sont autorisés à faire campagne. Mais si vous parcourez le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous vous demandez si véritablement il y a 3 duos de candidats en campagne. Il y a pratiquement une seule voix que l'on entend, aussi bien sur les réseaux sociaux rapportés que la presse et également les radios et télévisions. Mais de toutes les façons, nous osons croire, puisque le chef de l'État sortant, Patrice Talon, a toujours souhaité, à chaque veille d'élection, qu'il aurait souhaité que tout se passe comme avant et que les périodes électorales soient quand même festives. Je ne sais pas si c'est ce que vous notez aujourd'hui, mais lui, il promet quand même de l'électricité et de l'eau potable, pendant que Agossa et autres, Kowe pensent qu'il faut former davantage les Béninois afin que le mécanicien soit beaucoup plus réparateur que échangeur de pièces. Mais de l'autre côté, Paul Humpé et Djemba pensent que c'est l'administration qu'il faut retoucher à travers donc les réformes. C'est donc autant de propositions et autant donc de candidats. Les citoyens feront leur choix en son temps. Merci à vous, que je viens maintenant, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, on va s'en arrêter là, mais on se retrouvera demain. Décidément, nous avons perdu, ce me semble, le docteur Mathieu Adjagbe, dont la contribution n'est quand même pas moindre. Dommage. C'est aussi la réalité. La connexion n'aura pas été vraiment au rendez-vous. On espère, pourquoi pas, le retrouver par la suite pour la beauté de ce plateau. En attendant, nous allons essayer de poursuivre avec nos invités en plateau. Rien n'est jamais perdu. Il peut toujours revenir. Alors, je me retourne vers docteur Atiwif Paul. La question de lacisme et de manque d'effort, d'engagement des enseignants. Le chef de l'État se serait-il trompé à ce sujet? Ok, merci. Et je dirais d'emblée que le chef de l'État s'est largement trompé, d'un côté, en ce qui concerne l'enseignement. Donc c'est un tout. Il y a par exemple en pédagogie ce qu'on appelle en anglais
les 3 T. Non, on va généraliser. Oui, les 3 T. On va généraliser. Ça, je voudrais vraiment vous prier. Nous allons faire l'effort de regarder dans le rétroviseur, mais au-delà, de regarder tout autour de nous. L'enseignant que vous êtes dans votre discipline, mais aussi vos autres collègues. Comment ça se passe? Je dirais, par rapport à cette question, d'éventuelles plaintes qui vous parviennent au sujet de vos collègues. Non, laissez-moi peut-être aller au bout de mes idées. Donc, je suis en train donc, de parler donc, des 3 T. Teacher Talking Time. Ça veut dire que dans une classe, le temps de parole du professeur doit être limité et permettre donc aux apprenants de s'exprimer. C'est comme si vous allez dans un garage, le patron est là, sur son fauteuil, et maintenant ce sont les apprentis qui s'attellent à réparer votre véhicule. Là, en ce moment-là, on ne dirait pas que ce patron-là est l'assiste, mais il est en train donc de laisser la main. Donc en classe, il faut laisser, surtout en ce temps donc de modernisation, et en ce temps donc du système LMD, il faut laisser alors les enseignants plus prendre la parole et leur donner alors plus des travaux de recherche. Il ne faudrait pas qu'on voit cela comme de laxisme. Il y a aussi ce qu'on appelle the spoon feeding. C'est-à-dire le spoon feeding. Donc l'enseignant n'est pas là pour se dire, bon, et nourrir l'apprenant, mais il faut alors laisser les apprenants pour qu'ils fassent d'efforts. Et c'est tout cela qui concourt à l'enseignement. Donc l'enseignant est guide, il est là pour guider. Je ne sais pas, on ne sait pas là où se trouve alors le laxisme. Avez-vous toujours vu l'enseignant en guide ou parfois en bourreau de l'enseigné? En bourreau de l'enseigné. Je ne sais pas ce que nous mettons par bourreau, puisque en pédagogie, il est dit qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a pas de mauvais étudiants, mais il y a plutôt donc de mauvais enseignants. Donc l'enseignant doit travailler chaque jour, quotidiennement, pour se remettre en cause, afin que son enseignement soit un enseignement de qualité. Puis rester de l'extérieur, c'est facile de critiquer. Mais il faut aussi voir les conditions. On reviendra aux questions de conditions. Mais les reproches à l'endroit des enseignants, monsieur Paul-Marie Wissou, des enseignants qui, franchement, laisseraient à désirer dans leur enseignement, mais aussi dans leurs attitudes. Ce ne sont pas des choses qui vous parviennent, vous? Bon, écoutez, moi, je suis vraiment peiné que monsieur Mathieu, notre collègue Mathieu, n'a pas pu participer à ce débat. Mais moi, j'ai fait une petite expérience de 2010 à 2015, 2011, plus précisément à 2015, au département d'anglais. Je parle de ce que je connais. Oui. OK. Au département d'anglais. Et quand on arrivait, lorsque vous allez dans le bureau du doyen, on se plaignait tout le temps la secrétaire se plaignait tout le temps du département d'anglais. Vous là, imitez, et on nous donnait comme exemple les géographes. OK? Quand on se plaignait de vous? Du département d'anglais. OK, au niveau du département d'anglais. Il paraîtrait, je ne peux pas confirmer moi ici, qu'on allait même jusque dans les médias, chaque fait grogne matinale contre le département d'anglais. Contre le département d'anglais. Il paraîtrait. Je ne sais pas. Mais ce que moi j'ai vécu à l'université, c'est que... En entendant de savoir ce que vous avez vécu, ces grognes qui sont mises au conditionnel stipulaient quoi? Les plaintes en question? Oui, c'était des plaintes qui concernaient justement tout ce que vous dites là, un enseignant lassiste, enseignant ceci, enfin, les étudiants qui se plaignaient ils ont composé, ils n'ont pas de notes, ils ont ceci. Enfin. Et que vous trafiquez les notes, et que... Voilà. Mais moi, quand nous on est arrivé, 2011, on était arrivé, on a vu un chef de département qui était seul, isolé. On était plongé directement dans l'expérience des examens, de la correction des feuilles, de relever les notes, etc., etc. Et la pratique que nous, on a vue là, nous nous sommes dit que cette pratique-là, cette pratique n'était pas bonne. C'était quoi? Pour être précis, ces pratiques-là? Bon,
La pratique n'était pas bonne, c'est-à-dire que la façon dont on saisissait les notes, la façon dont on traitait les notes en général, ce n'était pas une pratique coordonnée, disons, qui mettait en confiance tout le monde. C'est ça. Je vais simplement... Ça ressemblait un peu à de la tricherie organisée. Non, pas organisée, pas organisée. Je vais dire... Tricherie désorganisée. Je vais dire que ce n'était pas coordonné, très coordonné. Alors, nous sommes mis à la tâche. Nous, on a dit, et moi, j'ai même défié la secrétaire du douane. J'ai dit, donnez-nous 1 an. Et vous verrez, vous ne citerez plus jamais le département de géographie comme exemple. Nous avons fait 1 an exactement. Le recteur Saint-Saint a félicité le département d'anglais publiquement. Donc, c'est vous dire que ce qu'on appelle l'assiste, tout dépend de l'état d'esprit. C'est ça. Tout dépend du leadership. Mais vous reconnaissez là que vous avez mis de l'ordre quelque part où il a semblé y avoir du désordre. Je dis, moi, je ne peux pas... Il y avait des plaintes. Moi, je ne sais pas de quelle nature étaient ce qu'on reprochait aux uns aux autres. Okay. Mais tout ce que moi, je suis venu voir, c'est que je suis rentré dans un département. Voyons, on était déjà à l'ère où on devrait utiliser l'ordinateur pour saisir les notes, etc., etc. Comment coordonner tout ça pour que... Je vais vous donner quand même un exemple, vous allez voir. C'est-à-dire que on pouvait prendre un examen qu'on a fait aujourd'hui et dont on doit donner les résultats. On pouvait prendre 2 mois, 1 mois et demi pour donner les résultats. C'est ça. Mais nous, on est venu en 2 semaines, on donnait les résultats. C'est ça. De l'efficacité. De l'efficacité. Et on a redressé le département d'anglais. Et depuis ce temps, allez au département d'anglais. Vous verrez comment ça fonctionne. Depuis 2010 jusqu'à maintenant. Il y a du travail qui est fait. Il y a un travail sérieux qui se fait au département. C'est dire aussi que si on fouille bien, on pourrait découvrir peut-être ce dont parle le chef de l'État, pourquoi pas. Qui est quoi? Lassisme, manque d'efforts. Tout dépend du leadership. Tout dépend du leadership. Je dis, on a redressé le département d'anglais. C'est-à-dire, quand, par exemple, on fait les examens, il fallait bien que les enseignants corrigent les feuilles à temps, les ramènent à temps, pour qu'on puisse saisir et que ça soit à temps, donné en un temps record, n'est-ce pas? Si les enseignants ne corrigeaient pas les feuilles à temps, les amenaient à temps, pour que ça soit donné les résultats soient donnés en un temps record, ça ne pourra pas être fait. Mais pour avoir les enseignants, pour qu'ils puissent, disons, faire cela, si vous allez avec la force, vous n'aurez pas un bon résultat. Donc, il faut un leadership, il faut du leadership. C'est le leadership qui draine, disons, le mouvement vers le bien. Moi, je ne pense pas que aujourd'hui, il y a de... Vous savez, le problème de l'enseignement supérieur, c'est que il y a de l'auto-évaluation à tout moment. Il y a de l'auto-évaluation à tout moment. Et vous ne pouvez pas... Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire parce que, par exemple, vous êtes à côté d'un département qui est en train de bouger. Je ne sais pas si vous me suivez. Un département qui avance avec ses résultats, qui donne ses résultats à temps et qui disons, avec les enseignements, tout va bien. Et quand vous allez en réunion, on dit c'est vous qui êtes le problème. Vous voyez, aujourd'hui, il y a cette évaluation, cette auto-évaluation à l'interne qui fait que les établissements sont un peu comme en compétition. De sorte que... Sérieusement. De sorte que il y a peut-être... on ne peut pas avoir une maison où il n'y a pas de brebis galeuses, hein, mais il y a, disons, le mouvement d'ensemble n'est pas vers la négation. Le mouvement d'ensemble n'est pas vers la négation. Bon, heureux vous entendre, mais alors, on revient sur le problème posé par le chef de l'État. Oui. Est-ce nécessaire ou pas aujourd'hui d'aller à la formation de nos enseignants du supérieur? Aller à la formation, moi je dis, bon, et nous sommes en démocratie, et tout se base sur les tests. Oui. J'ai devant moi ici la loi d'orientation de 2003. Oui. En son article 1er, c'est dit, en République du Bénin,
d'accord, l'éducation constitue et demeure la première priorité nationale. Oui. Et l'article 66 dit clairement, les personnels, il est organisé chaque année à l'intention des personnels enseignants et d'encadrement et selon le cas des programmes de formation obligatoires de perfectionnement ou de recyclage destinés à améliorer leurs prestations pédagogiques, techniques et professionnelles. Donc ça veut dire qu'il y a un cadre qui existe déjà. Ça veut dire que les tests l'exigent. Maintenant, quand on quitte ce cadre-là et on va dans le cadre d'évaluation, je me demande où est-ce que cela se trouve. Ça ne se base sur aucun test. Donc c'est purement et carrément de l'invention. Et qu'est-ce que les tests prévoient? Les tests prévoient que l'enseignant ne peut pas être évalué en dehors de sa classe. Puisque ici, le chef d'État s'est adressé aux enseignements, à l'enseignement supérieur, à l'université, après avoir organisé à l'enseignement maternel, primaire, secondaire, ce qu'ils ont appelé évaluation. Et c'est ça qui leur a permis donc de voir que tel n'est pas compétent pour enseigner, tel n'est pas compétent pour enseigner. Je prends par exemple un professeur de mathématiques et il compose dans 2 matières. La mathématique qui est sa matière, il a 16. De l'autre côté, il a la seconde matière qu'ils ont intitulée culture générale. Il compose, comme il n'est pas littéraire, il compose, bon, les professeurs de français corrigent, on lui donne 3. D'accord? Ça fait 19, divisé par 2, il a 9,50. On trouve qu'il n'est pas. Monsieur Ati, vous dites que c'est comme ça s'est passé, oui, les dernières évaluations. Oui, c'est ce qui s'est passé. Non, c'est ce qui s'est passé. Donc ça, c'est à votre niveau. C'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que ici, maintenant, ça s'est fait. Tout ce qui s'est passé là, ça s'est fait dans une illégalité. C'est dans l'illégalité. Ça ne repose sur aucun test. On ne se fait pas. Supposons, par exemple, je me mets peut-être sur un terrain de football. On ne peut pas dire, pour être entraîneur, il faut d'abord avoir donc de l'endurance. Je prends par exemple Michel Dessuyet. On va dire que maintenant, avant qu'il ne soit un bon entraîneur, on va lui organiser un test d'endurance. Ça rime avec quoi? Ça ne rime à rien. Donc c'est ce qui s'est passé. Et je me vais en disant, en Afrique du Sud, à l'entrée d'une université, il est écrit en gros caractères que pour détruire une nation, on n'a pas besoin de bombes atomiques. Il faut seulement s'attaquer à son système éducatif. Et je vais en disant que après la clochardisation de l'enseignement maternel, primaire et secondaire, donc le principe, la démarche maintenant va vers l'enseignement supérieur. Et c'est ça qu'on annonce, ça dit à un début donc d'une campagne électorale. Enseignant vous êtes, je comprends, mais vous permettez, il y a des mots qui sont trop forts. Je suis obligé de vous demander si vous le dites sérieusement. Vous dites après clochardisation. Je parle bien, mais nous, la clochardisation. Je prends par exemple un enseignant où l'année passée, on a organisé un test. On l'a recruté. On l'a muté, on l'a envoyé à Kalali. Il a travaillé brillamment. Et cette année, on ne le déploie plus. Donc on ne le déploie plus. Donc, sous aucun prétexte, c'est-à-dire sans raison fondamentale, alors que c'est un père de famille. Qu'est-ce qu'on fait de lui là? En ce moment-là, qu'est-ce qu'il est devenu? Vous avez donc, s'il vous plaît, je pense que quand vous avez la chance de faire un bon doctorat, ça veut dire que là, en fond, l'université, c'est quoi? Et comment on définit ça? Et c'est le second plan, il dit à l'avou. Ça veut dire que vous avez une connaissance globale. Le sommet de la connaissance. Vous avez le sommet de la connaissance. Et quand nous analysons, disons-nous la vérité, qu'on ne se trompe pas. Depuis que l'école est créée, vous avez vu, on annonce des suicides d'enseignants. Donc, dans un pays, ça doit tous nous interpeller. Et chercher alors la solution. Donc chercher le mal. Le chef de l'État n'est-il pas en train de chercher aussi la solution? Donc le mal par la racine. Mais j'ai dit à la fois passée que le diagnostic est mal posé. Le diagnostic est mal posé. Et quand on veut adopter ce diagnostic, je pense qu'on veut créer des victimes. Surtout que le minimum
à régler est simple. Quand on prend l'université du Bénin, l'UAC, sur le plan mondial, nous occupons le 49e place. Et je dis 89e place. Oui. Ça veut dire que nous tenons vers... Donc, oui, en Afrique. Oui, en Afrique. Oui, en Afrique. Mondial, en Afrique. Oui, non, oui, en Afrique. Non, ce n'est pas plus le plan mondial. Okay. En Afrique, nous sommes 49e. 89e. Ça veut dire que nous tenons vers la queue. Nous sommes déjà presque à la queue. Et c'est le pourquoi de la posture du chef de l'État. La posture ici maintenant, c'est simple. C'est simple. Je prends l'exemple, par exemple, de deux pays. Je prends la Corée du Sud. Il y a 30 ans, la Corée du Sud, pauvre comme le Bénin, a organisé un colloque. Et au cours de ce colloque, là, il a été décidé de la révalorisation de la fonction enseignante. Ils l'ont appliqué et en moins d'une génération, la Corée du Sud est devenue une puissance. En 1975, Houphouët-Boigny a procédé alors au décrochage donc, du système éducatif, en quelque sorte à l'amélioration du système éducatif et au détriment des autres fonctionnaires. Et les autres fonctionnaires ont commencé par crier « Ah, pourquoi les enseignants vont gagner tant? Pourquoi vous allez améliorer les salaires ?» Il lui a dit « Si vous n'êtes pas d'accord, venez à l'enseignement. » Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est maintenant le premier pays francophone donc de l'Afrique, c'est du point de vue développement. Donc, on ne peut pas comparer aujourd'hui maintenant donc la Côte d'Ivoire au Bénin, au Togo, ainsi de suite. Il faut nuancer. Donc, ça veut dire que ce qu'il faut ici, il faut ici maintenant une volonté politique. Au Japon, je finis. Au Japon, par exemple, 90% donc du budget sont consacrés à l'éducation. Aux États-Unis, c'est 65% du budget qui donc sont consacrés à l'éducation. Et en ce moment, les résultats sont là. Mais quand on ne veut pas mettre les moyens, alors qu'ici, maintenant, si on veut, à peine 2% du budget sont consacrés à l'éducation. Quand on prend, la réalité est là, il ne faut pas tourner autour du pot. Est-ce que je pense que c'est simple? Faisons alors l'expérience et nous allons voir ce que ça va donner. C'est heureux de savoir que vous êtes disposé à faire l'expérience et tirer ensemble les conclusions. Mais vos craintes, est-ce que M. Atiwifé-Paul ne va pas un peu trop vite en besogne lorsque le chef de l'État, par la suite, en tout cas, le président candidat, a ajouté que vous, enseignants, vous serez associés à une telle réforme? Est-ce que ça ne fait pas toute la différence? Non, je pense que le problème, j'avais déjà dit hier que le problème de l'éducation est tellement sérieux que ça ne peut pas, c'est même pas dans une campagne qu'on doit aller parler de ça. Je ne pense vraiment pas. Ça ne vous réjouit pas? Le chef d'État qui prend un engagement, c'est vrai qu'il y aura après son projet de société, mais qui existe déjà. Engagement politique, écoutez, c'est un engagement politique. Okay. Et puis bon, nous savons... Vous ne prenez pas ça au sérieux? Nous savons ce que les engagements politiques sont. Ok. Maintenant... lorsqu'il ajoute que vous, enseignants, vous serez associés, est-ce que ça ne fait pas vraiment la différence? Non. Ce que moi je veux dire, ce que je veux dire, c'est ceci. Quand je disais tout à l'heure que de 2011 en 2015, il y a eu une transformation au département d'anglais. Il y a... ce n'est pas de mon œuvre, c'est pas de l'œuvre de quelqu'un, mais il y avait un chef qui voulait piloter un système qui nous permet tous d'aller de l'avant. Donc nous avons tous travaillé pour que ce système-là puisse aller de l'avant. Et lorsque donc le chef ou les chefs, et c'est ça ce que j'expliquais hier, et là maintenant vous me permettez d'expliquer ceci. Allez-y. Ce qui se passe à l'université, c'est qu'on a des gens qui vont à l'université comme pour s'affronter. Expliquez-vous. Bon, je vous disais hier que il y a ceux qui nous ont formés. Il y en a qui sont venus de la Russie. Okay? Ceux qui forment, ceux qui ont formé. Les grandes têtes pensantes à l'université. Voilà, qui ont formé nous autres qui formons aujourd'hui. Oui. Okay? Qui ont formé les Béninois qui forment aujourd'hui à l'université d'Abomey-Calavi. Il y en a qui sont venus de la Russie. Il y en a qui sont venus de l'Europe. Il y en a qui sont venus de l'Amérique du Nord, comme il l'a dit hier. Okay? Et vous savez,
plutôt que les uns les autres concentrent leurs efforts sur la science, sur l'objectivité des choses et sur comment ce que nous faisons peut contribuer au développement de notre nation, ils font des guerres de clochers entre eux. Nous, on vient des États-Unis, vous comprenez? Il y a des guerres d'école. Exactement. Je ne dirais même pas d'école, parce que quand les autres font des guerres d'école, je vais vous amener un débat de guerre d'école, vous allez voir. C'est des réflexions intellectuelles de haut niveau. Donc ce qui se passe, ce ne sont pas des réflexions Non, c'est qu'on dit simplement qu'ils viennent de la Russie, donc ils ne sont pas bons. Vous voyez à peu près. Or, moi je connais des professeurs venus de la Russie aujourd'hui qui ont des brevets. Je connais des professeurs du Béninois, hein, qui sont venus de la Russie, qui ont des brevets d'invention. Et qui sont bons. Donc ces guerres de clochers impactent le résultat. Je vous ai dit ici que même notre politique est pilotée par des querelles d'individus. C'est le même. C'est-à-dire que l'université n'est pas en dehors de la nation. C'est le même problème qu'on a à l'université. Que les gangrènes, pour ainsi dire, à l'université, oui, on peut les retrouver dans la société béninoise. Exactement. L'université n'est pas en dehors de la société béninoise. Donc tout ce que vous dites au plan politique, tout se retrouve à l'université d'abord. Bon, maintenant, il faut nettoyer l'écurie d'Augias. Mais comment on nettoie l'écurie d'Augias lorsque... Le problème, c'est celui-ci, justement. Le problème, c'est celui-ci. Oui. J'ai dit que la question qui est posée à nous, c'est de savoir à quoi sert l'université. Pourquoi une université? Allez-y. Alors, lorsque vous avez posé cette question, et c'est cette question que les dirigeants doivent se poser. Vous savez, en 72, il y a donc cette vague de gens venus de la Russie, justement de l'Est, formés à l'Est, qui ont dû influencer le pouvoir et les décisions du président Kérékou à aller dans la direction de la révolution. Alors que la nation a envoyé d'autres personnes en Europe, d'autres personnes en Russie, la nation doit simplement se contenter de la rationalité de leur production, des raisons qui nous mettent ensemble. Qu'est-ce qu'ils proposent à la nation? Ce qu'ils proposent à la nation peut-il conduire la nation loin? Peut-il faire notre développement? Non pas d'où il vient. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, vous comprenez très bien. C'est là tout le problème de notre nation et de notre université. On peut comprendre à travers votre exposé. Non, c'est le même problème qui se pose actuellement. C'est-à-dire que vous avez vu ce qui a été dit hier. Vous avez vu que c'est le relais de ce que le président dit. Et vous avez vu que c'est un courant de pensée. Et c'est ce courant de pensée. Vous voyez, je vais vous dire ceci. Pardon, excusez-moi, hein, juste une minute pour expliquer. Si vous avez bien écouté une interview que le professeur Gbenyovi a donnée récemment, vous comprenez que c'est un courant de pensée qui s'organise pour aller influencer le chef de l'État à penser comme eux ils veulent, qu'il y a des gens qui sont nuls à l'université et qu'il faut leur donner eux autres l'oreille pour qu'ils pilotent le système. Non. Qu'est-ce que vous dites comme ça? Moi, je vous le dis. C'est un courant de pensée. Parce que le professeur Gbenyovi, vraiment, c'est un grand frère à moi. J'ai fait... Attendez, je vais vous expliquer. Non, on ne va pas faire le débat. Non, ne faites pas le débat du professeur, mais il a fait une déclaration publique. C'est une déclaration publique sur une radio publique. C'est une déclaration publique. Qu'est-ce qui vous embête au niveau de cette déclaration publique? Bon, voilà. Le professeur Gbenyovi, c'est un grand frère à moi. On a fait l'idée. Je l'ai côtoyé à l'idée pendant des années. Permettez qu'on puisse l'élément en lien avec la déclaration du chef de l'État. Bien sûr. Allez-y. Bien sûr. Mais ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit que le chef de l'État a raison. Parce que lui, quand il était enseignant à l'université, il a enseigné pendant 27 ans. Il a eu des étudiants. Et que nous, aujourd'hui, qui enseignons à l'université, avons le niveau de ces étudiants. Et ces étudiants-là, les meilleurs, il a utilisé l'ironie qui lui est propre, vous comprenez? Ces meilleurs étudiants-là, quand lui il a donné un devoir de table pour leur donner des notes, les meilleurs, il y a eu 3 personnes sur 40. Vous voyez à peu près?
Et la meilleure note qu'il a donnée à ces 3 là, c'est 1. Alors là, franchement, je vais dire ceci. Le professeur Benyovi est mon grand frère, mon aîné. Si ce qu'il dit là est l'exemple qu'il utilise pour illustrer sa pensée, mais alors le professeur Benyovi est une catastrophe pédagogique. Non, expliquez-vous, j'ai dit on ne fera pas un débat. Non, on ne le fera pas, mais je suis prêt à l'affronter, partout. Mais je dis des choses sérieuses. Oui. C'est une catastrophe pédagogique. Pourquoi? Il ne peut pas arriver à un enseignant de donner 1, parce que l'élève ne mérite pas. Il a dit sur 40, il a donné 3 meilleures notes. Oui. Et c'est 1. Oui. Écoutez, lorsque la nation vous confie des enfants à former, la nation vous dit, ces enfants-là ne sont pas bons. Je veux que vous les preniez à un niveau 1 et I, pardon. Niveau I, et que vous les ameniez à un niveau I+1. Je ne sais pas si vous me comprenez. On vous comprend. Alors, moi, enseignant, j'ai enseigné pendant des mois à des enfants comme ça. Et à la fin, je veux les évaluer. Et vous savez, je leur donne 1. Et je suis fier de le dire pour montrer que ces enfants-là, ils sont des tarés. Vous savez, s'ils n'étaient pas tarés, la nation ne vous aurait pas confié. Et votre responsabilité, c'est de faire de sorte qu'ils ne soient plus tarés. Merci beaucoup. Alors, non, il faut que vous compreniez. Vous avez 1 minute, je vous en ai donné 5. Concluez sur la question. Oui, sur la question. J'ai dit que c'est un courant de pensée. Et son illustration, et, comment on l'appelle, me fait dire que si lui l'a enseigné comme ça à l'université, qu'il est une catastrophe pédagogique. Et je suis prêt à l'affronter partout pour qu'on discutons cela. Je l'ai déjà affronté. On verra. Voilà. Débat contradictoire. Maintenant, ce courant de pensée là, oui. C'est ça que vous avez vu que ce que dit le chef de l'État est exactement en harmonie avec ce courant de pensée. Vous pensez que le chef d'État a discuté avec des profils du genre? Mais écoutez, le chef de l'État ne se lève pas et puis il commence à parler. Il prend des conseils. Il écoute des gens. Et c'est ce que je vous ai dit, que c'est comme ça que le chef de l'État, Kérékou, a écouté des gens et a basculé dans la révolution. Donc c'est comme ça, c'est ces gens-là qui font que... Vous croyez que l'idée, finalement, porte en torse au système c'est ce qui se passe, c'est ce que je vous dis. C'est que les uns les autres, on a étudié ici, donc nous on est meilleurs. On a étudié là-bas, les autres ne sont pas bons. Donc on fait la guerre et on va inviter le politique à venir arbitrer la guerre. C'est ça le problème. Alors, lorsque le chef de l'État vous permettez... Non, sinon, moi je vous ai donné un exemple maintenant. Mais merci. Un département qui marche aujourd'hui. Merci, on a bien pris bonne note. Tout le monde peut aller voir ce département. Merci, on pourra faire le tour. Oui. Mais lorsque le chef de l'État, après lui, son constat, dit, peut-être en écoutant aussi comme vous dites, il faut désormais un dispositif complémentaire pour challenger les enseignants. Oui. Est-ce que ça peut pas être une aube nouvelle pour vous? Non, planifier les choses. Non, je crois, Joël, que vous ne m'écoutez pas souvent. Non, nous vous écoutons. Moi, je ramène la préoccupation du chef de l'État. Le chef d'État ne peut pas SNILO sortir. Non, un dispositif complémentaire. L'évaluation de l'enseignant, moi je l'ai toujours dit, si un enseignant se refuse à l'évaluation, c'est que lui-même a un problème. Ok. Moi, je pense que l'évaluation de l'enseignant... Encore le dispositif vous embête. L'évaluation de l'enseignant, elle est une chose importante et doit... Et lui-même, il y a l'auto-évaluation. C'est pas que l'évaluation qu'on fait de l'extérieur. Donc le dispositif, vous en dites quoi? Le dispositif, je vous ai dit hier, par exemple, que ce dispositif... complémentaire, dont parle le chef de l'État. Qu'on veut mettre en place, on l'a déjà au secondaire. Et ça ne produit aucun résultat. C'est-à-dire, j'ai des étudiants en première année d'anglais qui ne peuvent pas comprendre l'anglais que moi je parle. Et moi, je peux vous le dire, je parle bon anglais. Non, par rapport à ça, on pourrait aussi vous demander, mais vous, quand vous étiez en première année, c'est quand votre professeur parlait anglais, vous comprenez? Je ne comprenais pas parce que c'est le même système. C'est ça le problème. C'est le même système qui m'a formé. C'est ça le problème. Okay. Et donc, je crois que c'est pourquoi j'ai dit que le chef de l'État, s'il écoute ceci, qu'il sache qu'il n'y a personne qui a quelque chose contre lui. Mais nous parlons tous de notre nation. Merci. La nation béninoise. Et si nous devons parler de la nation béninoise, nous devons écouter tous les courants d'opinion. Et dégager des courants d'opinion, ce qui peut être
bon pour nous tous. Il prendra certainement en note. Oui, mais monsieur Atuif Paul, la question de CAMES. Le chef de l'État pense qu'en dehors du CAMES, il faudra un autre dispositif pour aider à challenger les enseignants. N'est-ce pas une aubaine pour vous? Non, le dispositif, d'abord, est le seul cadre qualifié pour évaluer valablement les enseignants, c'est le CAMES. Avoir ce que le CAMES s'améliore déjà. Donc avoir, on dit déjà à partir donc, de 2022, donc on va prendre en compte la participation et des enseignants. Des enseignants. Ce qui se fait déjà sous d'autres cieux et sous une très très bonne forme. Donc c'est pas que l'étudiant va prendre son bic pour dire bon, à cet enseignant je lui donne 17. Bon, le chef de l'État ne l'a non plus dit. Le chef de l'État n'a pas évoqué que l'étudiant va prendre son bic. Donc c'est des fiches qu'on donne, aux étudiants pour cocher. Donc ponctualité. L'enseignant a quoi à 8 heures? Est-ce qu'elle est ponctuelle? Est-ce qu'elle est venue alors à 8 heures? Maintenant, en plus, ce qui se passe, le comportement donc de l'enseignant par rapport à son téléphone, puisqu'il y a certains enseignants qui utilisent donc abusivement le téléphone, okay. Comme son comportement, donc ainsi de suite. Maintenant, l'objectif, et surtout la préparation du cours. Donc vous ne pouvez pas quand même aller dans une salle de classe sans préparation donc de cours. On demande tout cela. Il paraît, à vous de confirmer. Qu'il y a de ces enseignants, ces universitaires, comme vous le dites, ils sont maîtres dans leur milieu, donc indétrônables. Et par rapport à ça, le cours dispensé il y a 20 ans revient chaque année de façon cyclique, sans une touche. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui se dit, vous entendez ça aussi? Bon, moi, dans ce domaine, moi, je préfère être Saint Thomas. Donc, le cours que vous... le cours que vous dépensez... Non, ça ne sera... Puisqu'il y a les données. Donc, il y a les données qui changent chaque année. Donc, non. Donc, du pas possible. Non, c'est pas possible. Il est les données, les curricula qui change chaque année, ainsi de suite. Alors, bien sûr, la question de formation, donc des examens et d'évaluation complémentaire, je reviens toujours pour dire, mais est-ce qu'il ne faut pas voir aussi cette proposition de notre œil, en faveur toujours de ces enseignants? Quand on sait, récemment, vous avez vu ce dossier qui a fait beaucoup de tollé, on a entendu des enseignants dire CAMES, c'est une pourriture, qui ne connaît que c'est quelques-uns, c'est du copinage, en tout cas, ce sont les enseignants qui ont exposé le CAMES à la face du monde. Alors, lorsque le chef de l'État, lui, vient dire, il paraît même qu'il y a de ces enseignants qui n'ont jamais évolué en grade, simplement parce qu'ils ne seraient pas, à vous de nous le confirmer, en de bons termes avec le CAMES. Le chef de l'État, en le faisant aujourd'hui, ne déblaye-t-il pas le terrain pour cela? Oui, tout à fait. Je pense, avouons, que dans le cadre de l'enseignement, il y a des mesquins. Il y a des mesquins. Avouons cela. Il y a des mesquins qui existent. Et ce qui est le plus courant, c'est qu'il y a donc des jaloux, des gens qui ne veulent pas faire d'efforts, mais qui sont plutôt là pour empêcher les autres. Donc on voit donc la soustraction des pièces maîtresses. Quand vous constituez donc des dossiers pour envoyer, certains sont là pour extraire... Ah bon, des pièces disparaissent. Des pièces disparaissent. Et là-bas, maintenant, tout juste pour empêcher l'autre d'évoluer. Donc, il y a de ces cas que nous ne devons pas nous voiler la face. Alors, la proposition du chef d'État ne peut pas aider à corriger ça? La face... Non, le problème ici, non, ça doit se poser donc, au niveau de... Mais avec la technologie aujourd'hui, donc tout cela est réglé. Ce n'est pas avant, c'est avec des piles de dossiers qu'on sort. Maintenant, tout peut se faire maintenant en ligne. Et là, mais tout ce problème est réglé. Donc, vous voyez, l'échec, celui qui se... Vous voyez, c'est ce que nous appelons toujours la poésie de la besace. Donc, nous avons du mal à nous rejeter le tort. Et c'est ce que deux chercheurs français, je veux parler donc de Hervé Hamon et Patrick et Rothman, ont démontré dans leur ouvrage intitulé et tant qu'il y aura des profs, ils ont dit, les parents accusent les enseignants, qui incriminent les étudiants, qui dénoncent les enseignants. Ça veut dire que chacun se jette la balle. Chacun de son côté trouve que, bon, lui, il a raison.
c'est l'autre qui a tort, donc c'est l'autre qui a tort. Alors que la solution ici, c'est simple. Oui. Comme l'a dit mon vis-à-vis, il ne faudrait pas que le chef de l'État, père de la nation, écoute seulement un seul clan. Et voir déjà, nous avons quitté la conférence nationale. Et après le débat politique réussi à la conférence nationale, le second débat a été focalisé sur l'enseignement, sur l'éducation. C'est pour cela qu'en 1991, il a été organisé les États généraux de l'éducation qui ont sorti des documents vraiment fiables. Vous voulez dire qu'il y a des documents qui sont restés inexploités jusqu'à présent? Exactement. Donc, oui. Donc, les documents, donc les résolutions des États généraux, on ne serait pas là. Donc, les États généraux ont, c'est-à-dire, initié donc l'éducation et le ministère de l'éducation nationale. Et c'est ça qui nous a permis donc d'avoir donc de bons ministres tels que le bon ministère que les Léonard Didjoro Padonou et consorts, les Karim Draman et consorts. Mais la chute, le déclin a commencé en 2001 avec sous le général Kérékou après sa réélection où pour récompenser des militants, donc le ministère de l'Éducation nationale a été saucissonné en 3. À tel enseigne que on a le ministère de l'enseignement primaire, de l'enseignement maternel primaire, le ministère de l'enseignement secondaire, le ministère de l'enseignement supérieur, ce qui est pédagogiquement un crime. Ça n'existe dans aucun pays au monde. Quand nous prenons la France, que nous copions... Mais à quel niveau ? Le crime au niveau donc, du saucissonnement, donc, au niveau donc, du dysfonctionnement. Donc, comment dire, quand on prend par exemple un enfant qui est au CI par exemple, la trajectoire peut déjà se tracer donc de la maternelle au supérieur. On voit maintenant qu'il n'y a pas une... Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas une cohérence entre ce qui est enseigné au primaire, ce qui est enseigné au secondaire et ce qui est enseigné à l'université. À l'université, c'est le système LMD. Et au secondaire, c'est l'approche par compétence. Donc, à tel enseigne que quand les étudiants arrivent à l'université, ils sont désorientés. Ils se trouvent dans un nouveau monde. Le professeur de mathématiques à l'université ne sait pas. Et le dernier chapitre de la classe de terminale, lui commence, alors que normalement, il devait avoir une harmonisation. Pour que maintenant, pour qu'on sache que le bol a été déposé au plan et à un niveau A, donc moi je commence à partir de B, ainsi de suite. Si au lieu de commencer au niveau donc de B, de point B, vous commencez donc au niveau donc de D, vous voyez donc le dysfonctionnement qu'il y a. Donc le seul problème qu'il y a, c'est ce qu'il faut faire revenir à l'éducation nationale pour avoir une éducation parfaite. Oui, la question c'est comment fait-on pour avoir des universités à la pointe du savoir? Le préalable, votre vis-à-vis a semblé le tracer. Si vous devez parler en addition par rapport à ce qui, pour vous, paraît urgent à faire. Mais moi, je crois que il a dit qu'il faut aller vers l'éducation nationale. Il faut retourner à l'éducation nationale. Mais moi, j'ajoute ceci. En fait, il faut demander des résultats à l'université et utiliser ces résultats. Il faut demander des résultats à l'université et l'utiliser. Et non et faire des choses pour contrôler ce qui... Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'on veut contrôler ou inspecter, quoi. Moi, je pense qu'on demande plutôt des résultats. Si, vous savez pourquoi l'Amérique évolue? Parce que lorsque vous êtes un enseignant, vous avez obligation de résultats. Si vous-même, vous nous faites... Je ne parle pas de publier dans les revues, pour nécessairement passer au CAMES, qui est une chose normale et bonne à faire, hein. Mais je parle de publier sur les problèmes de la nation, de réfléchir sur les problèmes de la nation. C'est ça le rôle de l'enseignant du supérieur. L'enseignant du supérieur, il n'est pas là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de réfléchir sur les problèmes de la nation? Mais écoutez, on fait des recherches, on publie des choses que personne n'utilise. Alors, quand c'est comme ça, mais quand vous publiez, c'est que vous publiez pour que les dirigeants
les décideurs puissent tenir compte. Ne dites pas que l'État investit sur vous et ne s'occupe pas des résultats de vos ressources. Mais Joël, c'est ce que je vous dis de façon simple. De façon simple, c'est que vous avez une université, et c'est ça le problème. C'est pourquoi on voit l'université comme un problème. En réalité, l'université a une solution. C'est pas un problème. Ok. Et quand vous êtes dans l'élan où l'université et l'universitaire réfléchissent aux problèmes de la nation, publient des choses. Alors, il a parlé de quelque chose qu'il me plaît de revenir et faire cela très rapidement. Il a parlé, vous lui avez dit, il a dit qu'il y a des personnes méchantes. Non, il y a des personnes, il y avait, puisqu'il a été dans son discours, je ne pas pour faire focalisation sur une personne, mais le professeur Brion a évoqué l'ancienne école qui était bonne et la nôtre qui est mauvaise. Je ne sais pas. L'ancienne école, là, c'est-à-dire dans l'ancienne génération, on a de très bons professeurs. De très bons professeurs. Mais on a des gens qui tenaient le système et c'était des gourous du savoir. Mais en réalité, de gourous, ils n'ont pas grand-chose à faire valoir. Je ne sais pas si vous comprenez mes propos. On essaie de comprendre vos propos. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bousculaient tout le monde, qui, vous voyez, peuvent aller au CAMES, et vous pouvez même ne pas enlever cela, ils vont aller au CAMES et ils vont dire, vous ne passez pas. Vous n'allez pas passer. Il y a plusieurs Béninois qui doivent passer leur doctorat il y a plus de 10 ans et qui n'ont pas pu le faire à cause de certaines personnes à l'université. Le chef d'État n'a-t-il pas trouvé la formule avec ce qu'il annonce là? Non, ce n'est pas ça la formule. C'est pourquoi je dis, là, il y a de la réflexion à faire ensemble. C'est pourquoi je dis, c'est des publications des uns des autres, des réflexions sur le système. Il y en a, il y en a à l'université. Dr Marie Ouissou devrait conclure, que dira-t-il? Peut-être son adresse au chef de l'État. Moi, je dirais simplement que nous sommes, comme je l'ai dit, c'est un nouveau cycle dans la vie politique et économique de notre pays qui commence, et que le chef de l'État, malgré tout ce qu'il avait déjà prévu et qui était bien, doit tempérer. Surtout sur la question de l'éducation, tempérer. Et chercher à écouter tous les sons de cloche, de sorte à ce que nous puissions aller vers un système. Merci à vous, Dr Paul-Marie Ouissou. Et un système de conflit. Pour le même exercice. Oui, merci. Je pense que pour le chef d'État, il doit quand même revenir en lui-même et mesurer certains propos. Il y a 3 événements. En 2017, devant les centrales syndicales, le chef d'État a eu à dire que les enseignants valent moins que les conducteurs de ZIM. Il est même allé plus loin en disant que bon, et le charpentier lui fabrique des tables qu'un seul enseignant fabrique. Ce qui est un propos suffisamment grave. Deuxièmement, en 2020, à la réduction des comptes, il a traité donc les professeurs d'université de bavards. Donc c'est des gens qui bavardent. Et pour finir, pour lancer sa campagne, les enseignants, les professeurs d'université sont des lacistes. Il faut plus d'efforts, et ainsi de suite. Là, ce n'est pas bon, alors que nous savons que l'éducation est le socle du développement. Il n'y a aucun pays qui a quitté l'étape de pays sous-développés pour aller à l'étape de pays développés sans l'amélioration du système éducatif. Merci, le message est compris. Amélioration du système éducatif et le système se portera mieux. Merci, docteur Polyphée Ativou. Merci également à vous, docteur Paul-Marie Ouissou de Paul. Mais derrière, il y avait un autre docteur, c'était Mathieu Adjagba, qui malheureusement n'a pas pu terminer l'émission avec nous, la connexion, l'ayant pas perdu, l'ayant pas permis. Chers téléspectateurs, on va s'en arrêter là. On espère retrouver nos universités pour ensemble trouver les voies et moyens pour la sortie de l'ornière, si c'est vraiment le cas. Marcus Garvey, pour prendre congé de vous. Si tu n'as aucune foi, dit-il en toi-même, tu es doublement vaincu dans la course de la vie. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.